Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Salut à tous, c'est Olivier Audoux. Dans ce numéro de juin, nous allons tout d'abord faire le tour de l'actu radio. À l'occasion de la fête de la radio, nous recevrons Romain Lalex, le nouveau membre de l'Arcom, qui présente le groupe de travail radio et audio numérique. Il nous parlera de son parcours et de sa vision du média radio, notamment en ce qui concerne la proximité et la véracité de l'information. Puis Julien Vigier viendra avec ses fameux carnets d'écoute. Et enfin, nous recevrons l'animateur Elliot qui vient de lancer le Twitch Énergie tous les soirs de 19h à 21h sur Twitch, après être passé au morning de Guillon et Castaldi, mais aussi en télé à TPMP. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et on commence comme d'habitude avec le Zoom Actu. Pascal Praud sur Europe 1 prend l'ancien créneau de Cyril Hanouna tous les soirs à la rentrée de 16h à 18h dans Pascal Praud et vous. Reste à voir qui le remplacera de 11h à 13h sur Europe 1. Jean-Jacques Bourdin, lui, quitte Sud Radio après 3 saisons à la matinale en commun accord avec la direction. Et puis apparemment, des chiffres d'audience assez importants pour la radio RMC Gold. On en parle tout à l'heure avec Julien Vigier dans les carnets d'écoute. Et l'actu, c'est aussi la fête de la radio les 5 et 6 juin avec de nombreux événements au sein des radios. Des ondes Vocast. Et j'accueille maintenant Rémi Bertolon. Salut Olivier et bonjour à tous. Rémi, tu produis l'émission à Voice Track Rémi et Jam que je vous recommande pour la rentrée prochaine. N'hésitez pas, plus d'infos sur rémietjam.fr. On a parlé de la fête de la radio et à cette occasion, l'Arcom organise ce 5 juin les Assises de la radio. Ton premier invité préside à l'Arcom le groupe de travail radio et audio numérique, c'est Romain Lalex. Oui, on va tout de suite rentrer dans le sujet avec Romain Lalex qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comme vient de le dire Olivier, vous présidez le groupe radio et audio numérique de l'Arcom depuis février 2025. Et comme c'est la première fois qu'on vous reçoit dans des ondes Vocast, peut-être en savoir un peu plus sur votre parcours. Vous êtes diplômé de l'EM Lyon. Vous avez longtemps travaillé au ministère de la Culture et de la Communication sur toutes les questions de l'audiovisuel. Romain, vous êtes aussi intéressé à la musique, à l'industrie de la musique, et notamment en 2020, vous êtes nommé directeur général délégué du Centre national de la musique. Du coup, ma première question, vous laissez cette industrie de la musique qui a bien avancé sur sa mutation, et vous rejoignez l'industrie de la radio qui se pose énormément de questions. Est-ce que justement, ça va vous permettre d'entrer plus efficacement dans vos fonctions? Écoutez, c'est une question délicate, mais je vais essayer d'y répondre de la manière la plus sincère. Alors c'est vrai que moi j'ai un parcours professionnel un peu divers. Je suis passé par des secteurs très très différents. J'ai aussi travaillé dans le monde du patrimoine, dans les musées. J'ai bossé pour des chaînes de télé. J'ai fait plein de choses différentes. Mais le point commun de toutes ces expériences, c'est vraiment la question ou le secteur plus simplement des industries culturelles et que j'appelle aussi moi d'une autre manière le secteur des cultures populaires, des cultures qui s'adressent à des millions de nos concitoyens, qui réunissent des millions de nos concitoyens et qui façonnent, en tout cas pour partie, leur imaginaire. Donc c'est vraiment ça qui m'a toujours intéressé dans ma vie professionnelle. Et c'est vrai que j'ai eu la chance et le bonheur de préfigurer, de préparer la création du Centre national de la musique et puis ensuite de diriger cet établissement depuis 5 ans. Travailler avec les professionnels de la musique, ça a été une expérience hyper riche et c'était une expérience qui m'a beaucoup marqué, notamment du point de vue de la transformation de ce secteur. C'est un secteur, notamment dans la musique enregistrée, qui a traversé des années catastrophiques au moment de l'explosion du piratage et puis qui, à la faveur d'une innovation technologique, a su se réinventer et a su retrouver le chemin de la croissance. Et donc, pour répondre à votre question, c'est clair que la trajectoire de l'industrie musicale n'est pas sans m'inspirer dans mes réflexions sur l'avenir du média radio. Le média radio occupe une place essentielle dans la vie de nos concitoyens.
Et aujourd'hui, force est de constater que il doit évoluer dans son mode de diffusion pour pouvoir épouser les nouveaux usages et pour pouvoir assurer dans le temps et dans l'avenir cette relation extrêmement forte qu'il a avec les publics. Ce 5 juin, ce sont les assises de la radio à l'Arcom. La radio au cœur de la vie des Français. C'est le thème qui sera décliné tout au long de la journée, avec notamment cette confiance qu'ont les auditeurs en ce média. C'est aussi beaucoup de responsabilités. Il faut à chaque fois être à la hauteur. Tout à fait, c'est une lourde responsabilité. Au fond, c'est la responsabilité et j'allais dire toute la beauté des médias traditionnels, des médias régulés. Ce sont des entreprises, des associations, des organisations qui exercent la liberté d'expression, qui exercent la liberté de communication au public, mais qui en contrepartie ont des responsabilités dans la protection des publics, dans l'honnêteté de l'information, dans le pluralisme. Et donc, force est de constater que nos concitoyens se sentent respectés par les radios, ont confiance dans ce média et considèrent que les radios sont vraiment à la hauteur de leurs responsabilités. Et ça, dans un moment où on parle beaucoup de défiance des Français vis-à-vis de la presse et des médias, c'est quand même réjouissant de voir que s'agissant des radios, non seulement il n'y a pas de défiance, mais il y a une grande confiance et un attachement viscéral des Français à leur radio et j'allais dire à toutes leurs radios. Aux radios associatives, aux radios locales, aux services publics, aux grands réseaux nationaux privés. Les Français sont très très attachés à cet univers de la radio. Pierre Bélanger, le président de Skyrock, viendra parler au cours de ces assises de liberté et de lien social qu'apporte la radio. C'est un peu l'inverse des réseaux sociaux. On essaye de rassembler sur la radio plutôt que être le plus clivant possible sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on constate et pour nous c'était un point important en fait de ces assises. Souvent on parle de la radio sous l'angle de l'intimité. C'est le média de l'intime, de la relation presque individuelle à la radio. Et nous on avait envie pour ces assises de parler de la fonction sociale, j'allais presque dire politique de ce média, qui est un média qui effectivement rassemble nos concitoyens, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. Et force est de constater que cette capacité à créer du lien, cette capacité à fédérer, cette capacité à donner la parole aux auditeurs, parce que la dimension d'interactivité est importante. On révélera jeudi matin les résultats d'une étude sur la relation des Français à la radio, et cette étude montre à quel point les Français se retrouvent à la fois dans les contenus de la radio et dans la capacité du média à leur donner la parole. Donc voilà, donc effectivement, c'est rassurant de se dire que, contrairement à ce qu'on nous laisse penser, non, le public n'est pas exclusivement friand de clash, de contenu qui crée de la polémique et de la confrontation, mais que oui, lorsque on lui propose un espace de dialogue, un espace de découverte, l'étude le montre de manière très importante, de découverte et d'échange, eh bien, nos concitoyens s'y retrouvent et plébiscitent ce média. Donc c'est une belle leçon que donne la radio et je crois qu'on peut s'en inspirer. Quand on écoute vos premières prises de parole, on sent que l'éducation aux médias sera un axe de travail important dans ces 6 prochaines années. Je me trompe? Vous avez de l'ambition par rapport à ça? On a collectivement, au sein du Collège de l'Arcom, une très grosse ambition dans ce domaine parce que on le sait avec l'émergence et l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, la production de contenus qui peuvent être des deepfakes, l'atomisation de la consommation des médias. On voit bien que même si la confiance et la force d'attraction des médias traditionnels reste très forte, contrairement à ce qu'on peut entendre de ci, de là, quand même, les jeunes publics, et pas que les jeunes publics d'ailleurs, mais en tout cas les publics de manière générale, sont exposés à de multiples contenus qu'il est parfois difficile de décrypter. Et donc, si on ne fait pas cet effort de leur apprendre la grammaire médiatique, en quelque sorte, si on ne prend pas du temps
dans le temps scolaire et hors du temps scolaire pour leur apprendre à décrypter à ces publics, au fond, le travail de régulation va perdre de son sens, puisque on régulera des médias vertueux qui, eux, feront le job, et puis il y a tout un tas de contenus non vertueux qui vont circuler et que nos concitoyens ne sauront pas identifier et ne sauront pas désactiver. Et ça, pour nous, c'est un combat fondamental. J'évoquais la jeunesse, mais moi, j'ai un père de 80 ans, depuis 80 ans, et à qui il arrive d'être en contact de contenus de fake, de deepfake, de contenus manipulés, et qui m'interroge. Et je vois bien que la question ne concerne pas uniquement la jeunesse, et c'est d'ailleurs ce que la dernière étude de l'Arcom sur l'éducation média a démontré. Donc, il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on soit mobilisé, il faut qu'on le soit, bien sûr, en partenariat avec les éditeurs, avec les stations de radio, les chaînes de télé. Donc c'est un combat collectif, mais effectivement, on place beaucoup d'ambition dans l'éducation aux médias. Alors, ça qui est si joint, c'est aussi la fête de la radio. Ça, c'est vraiment le volet festif. On ouvre les portes, des rencontres privilégiées avec les auditeurs. Encore beaucoup de générosité de la part des opérateurs pour cette édition 2025. Oui, beaucoup de générosité et puis la volonté d'ouvrir la radio encore plus aux auditeurs, parce que les auditeurs ont ce sentiment d'être très proches des animateurs, des journalistes, mais ils le sont encore plus quand ils peuvent accéder au studio, quand ils peuvent être associés à l'antenne. Et donc, il y a beaucoup de radios en métropole et dans les Outre-mer, où la radio est vraiment un média hyper important, qui ont fait le choix de faire gagner aux auditeurs la possibilité d'assister aux émissions, d'être interviewés, de réaliser des interviews. Donc là aussi, plus on ouvre les portes et les fenêtres des radios au public, plus on contribue à l'effort d'éducation aux médias. Donc cette fête, c'est à la fois une fête pour rendre hommage et remercier toutes celles et ceux qui font vivre ce média, mais c'est aussi une fête qui a vocation à rapprocher encore davantage les publics de la radio et à populariser ces métiers. Comme tous les secteurs d'activité, la radio a besoin d'attirer de nouveaux talents, de nouvelles énergies, et donc la fête de la radio, c'est tout ça mélangé, et on espère surtout des moments extrêmement conviviaux, sympas, et qui permettent de traduire l'authenticité de ce média formidable. Alors pour terminer, 3 petites questions pour savoir un peu quel auditeur vous êtes. Enfant à la maison, qui branchait la radio en premier ? Je vais pas trahir un secret d'État, c'est les parents. Moi, j'ai été biberonné à la radio parce que mes parents l'écoutaient le matin au petit déjeuner, l'écoutaient le soir, l'écoutaient en voiture lors des déplacements pendant les vacances, les week-ends. Donc c'est mes parents qui m'ont initié à la radio. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère, et donc il m'a fait découvrir la radio plutôt sous l'angle musical. Puis après, moi-même, j'ai un peu glané, j'ai un peu cherché, et j'ai toujours écouté énormément de radios, et des radios très différentes, des radios associatives, parfois des radios associatives engagées avec des points de vue très contraires, parce que ça m'amusait de voir comment on pouvait défendre en toute liberté des points de vue contraires, des radios locales, les grands réseaux, y compris ceux qui ont su accompagner des mouvements musicaux qui me sont chers et qui m'ont été chers quand j'étais jeune, et puis aussi le service public, auquel il faut rendre hommage parce qu'il fait un boulot fantastique. Donc voilà, donc j'ai toujours beaucoup écouté la radio. Je l'écoute aussi à l'étranger. Ça m'amuse toujours, ça me fait marrer de voir comment elle est faite, de voir ce qu'on y dit. Donc voilà, donc je suis un très très gros consommateur de radio sous toutes ses formes. Et le matin, alors la première info du matin, vous allez la chercher sur votre smartphone ou vous branchez la radio ? Non, j'allume la radio. Non, j'avoue que le smartphone, alors en plus pour être franc, comme c'est aussi très lié au boulot, que j'utilise beaucoup pour bosser, j'avoue que c'est pas la première chose que je fais le matin que de regarder mon smartphone, et notamment parce que sur le smartphone, en fait, on reçoit des tonnes d'informations dont le caractère urgent est quand même très variable, et le caractère pertinent encore plus variable. Et donc, au fond, quel bonheur d'allumer sa radio et d'avoir des gens compétents, rigoureux, qui font ce travail de trier,
d'expliquer, d'être dans la pédagogie et honnêtement, quelle tristesse ce serait d'être privé de ça. Donc, la première chose que je fais, c'est effectivement d'allumer la radio quand je me lève le matin. Et quand vous faites des travaux à la maison, je ne sais pas si vous êtes bricoleur, c'est radio parlée ou radio musicale? Alors, je suis un très mauvais bricoleur. Je peux facilement me blesser en bricolant. Et donc, je vais plutôt mettre des radios musicales quand j'ai besoin de me concentrer parce que je suis comme beaucoup d'hommes incapable de faire deux choses à la fois. Mais j'écoute beaucoup. Il se trouve que je cours, je fais un peu de sport et donc j'écoute beaucoup à la fois des radios musicales ou des radios parlées en faisant d'autres activités. Mais quand je dois me concentrer, j'avoue que je vais plutôt sur des radios musicales. Et là aussi, moi, je suis aussi un consommateur de streaming, mais je viens trouver dans les radios musicales une proposition que je n'ai pas sur les plateformes, qui est une éditorialisation, qui est de la prescription, qui est cette envie de partager une même musique avec des millions d'auditeurs au même moment. Donc c'est un autre usage et c'est un usage que j'adore. Donc voilà, mais en bricolant, j'essaie de me concentrer parce que je suis gaucher, mais j'ai deux mains gauches, donc on est pareil. Je fais attention. Très bien. On suivra donc avec attention les débats pour les assises de la radio et puis bien sûr la fête de la radio. Merci à vous, merci, à bientôt. Merci à vous et merci de relayer cet événement qui est très important pour les professionnels de la radio, très important pour le public et donc bravo pour ce que vous faites et merci de relayer. Romain Lalex qui préside le groupe de travail radio et audio numérique à l'Arcom. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut Rémi et surtout salut à vous, auditrices et auditeurs des ondes Vocast. Tu diriges la société VO2X, agence de production de contenu audio pour les entreprises, et on se retrouve comme chaque mois pour tes carnets d'écoute. Et on commence avec la web radio du moment, RMC Gold. RMC Gold, deuxième web radio de France en audience. C'est un succès, on peut le dire. Je me suis attardé sur une émission en particulier et une émission de Max. Alors, c'est pas la libre antenne. Je vais vous dire honnêtement pourquoi j'ai pas écouté encore la libre antenne. C'est que j'ai quand même un peu peur d'être déçu par rapport à la grande époque de la libre antenne de Max que j'ai écouté des tonnes et des tonnes de fois. Et là, je me dis, bon, même s'il y a un petit peu d'audience, j'ai peur que ça soit flop par rapport aux invités. Alors, je me suis plutôt intéressé à la playlist de ta vie, qui est une émission plutôt sympa, en fait, d'1 heure où Max reçoit des personnalités. J'ai écouté celle avec Jérôme Rotten. Alors, c'est très crossover avec des personnalités de RMC ou alors des personnalités de la musique des années 80. Et c'est normal, c'est pour le marketing de la radio, donc c'est plutôt bien foutu. En l'occurrence, là, j'ai écouté une émission autour de la playlist de Jérôme Rotten. Alors, en fait, c'est extrêmement simple. C'est Max qui est là et puis qui, avec son invité, traduit les souvenirs en musique. Donc, depuis la genèse jusqu'aux principaux coups de cœur et pourquoi l'invité aime tel morceau. Donc, on apprend du côté de Jérôme Rotten, par exemple, qu'il a appris à aimer le zouk dans les vestiaires d'un de ses clubs de foot, que sa maman écoutait de la musique française, un peu datée, on peut le dire. Et à chaque fois, on écoute justement les extraits musicaux qui sont en rapport avec tout ce qui est raconté. C'est très bien animé par Max. Je vais vous dire aussi parce que Max, avant d'être un bon animateur, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup la musique et qui a une large connaissance de tous les styles musicaux, même si on lui prête souvent de connaître beaucoup la musique électronique. Il est vraiment fan de toutes les musiques. Ça lui permet d'engager avec l'invité de vraies discussions autour de la musique. Et ça transpire aussi sur la vie de l'invité que l'on entend et que l'on découvre un petit peu différemment parce que un invité qui parle de ses choix musicaux, et je reviens sur cette anecdote de Jérôme Rotten et le zouk parce que un de ses potes de Monaco lui a fait découvrir, ça c'est la vraie vie quoi, c'est la vraie émotion qu'on a autour de la musique. Donc ça m'a beaucoup plu malgré le fait que c'était enregistré très bizarrement l'émission que j'ai entendue. Bizarre au niveau des micros, c'était un peu caverneux. En tout cas, la playlist de ta vie, c'est sur RMC Gold et je vous le conseille. Donc le morceau que tu as choisi, Princesse
Lover. Ça s'appelle Mon Soleil. Ah, et oui. c'est donc Jérôme Bretagne qui a choisi ça quand tu lui as demandé la Tu es thématique. mon soleil. Ah, vas-y, a cappella. Ah, tu sais. Vas-y, mets-le, balance le son, on va demander. Ah oui, ça commence comme ça. Mes jours, mes nuits. Vas-y, Jérôme. Tu es mon soleil. Tu es l'âme de ma vie. Ne regarde pas comme ça, tu vas me troubler. Ah. Ça y est, on monte en degrés, là, on monte en température. Ah, il est chaud. Il la connaît par cœur, tu la connais par cœur. Ah, RMC Gold, la playlist de ta vie, Jérôme Bretagne. C'est génial. Ah là là, Princesse Lover, Mon Soleil. Tu es mon soleil, illumine mes jours, mes nuits. Tu m'émerveilles, tu nourris mes sens. Et dans la suite des carnets, cette grande question, qui va remplacer le Floodcast? Je sais pas comment vous faites pour vivre avec cette annonce. Parce que moi, l'arrêt du Floodcast, je peux vous dire, ça me met mal. Hein. Parce que tous les lundis, j'avais quand même cette habitude de retrouver mon Flaubert et mon Adrien Méniel en compagnie de leurs invités. C'était vraiment ma came en termes de podcast. Long, conversationnel, podcast de bande, de l'humour, ma génération. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais bien, j'étais dedans. J'étais fan, on peut le dire. Et voilà, ça s'arrête, le Floodcast. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour remplacer le Floodcast? Parce que voilà, nous on est des humains et la nature ayant horreur du vide, il faut bien remplacer les disparus. Donc direction 300% plaisir. Qu'est-ce que c'est 300% plaisir? Eh bien c'est un nouveau podcast hebdomadaire qui sort tous les mercredis. Une émission animée par Camille Fievez et Babor, qui sont en couple dans la vie, stand-upper et humoriste, accompagnés d'Étienne Lautrette, qui lui aussi est stand-upper et humoriste. Ils sont 3, donc 300% plaisir. Et voilà, ça dure 1 heure. Ce sont des sujets très classiques de vie, en fait. Ils se racontent, ils racontent leurs histoires. Mais comme ce sont 3 humoristes plutôt fins et dans la génération et dans l'humour, Flaubert, Adrien Méniel et dans l'humour Floodcast, moi ça m'a beaucoup plu. Il faut dire que si vous avez X depuis un moment, vous avez très certainement suivi les aventures de Babor sur Twitter. C'est vraiment un tweetos très fin, très marrant. Et puis Camille Fievez, moi je l'avais déjà vu aussi en comédie club et puis aussi sur Insta. C'est marrant, c'est mature, ça a 40 balais. C'est très très bien. Pour moi, c'est vraiment le podcast qui va remplacer le Floodcast. En tout cas, je lui souhaite le même succès. Et je leur souhaite évidemment de s'inviter mutuellement pour des épisodes spéciaux. Voilà, je glisse comme ça la petite idée. Vous avez bossé à l'étranger? Non, moi jamais. Moi oui, et dans l'hôtellerie-restauration en plus, vu que mon tour n'était pas venu dans la table ronde de la question précédente, je vais en parler. Moi j'étais en Angleterre aussi. Non, mais... J'étais à Jersey, moi j'ai fait mon stage de... Ah putain, c'est vrai. Dis aux gens ce que c'est Jersey. Bah Jersey, c'est une île anglo-normande qui est pas loin de... Tu vas en 1 heure de bateau de Saint-Malo, depuis Saint-Malo. Et j'ai fait 4 mois là-bas et c'était horrible. Je me faisais péter dessus par des Polonais. Pardon. Non, mais... Attendez, on va prendre le temps. J'étais dans un énorme hôtel, il y avait que des Polonais. Tu sais, tu y allais pour parler le bel anglais, tu te retrouvais avec des gens qui parlaient aussi bien anglais que toi, des Polonais, des Roumains, des voilà. Et je me rappelle, il y avait un gang de 3 Polonais énormes, hyper baraques, qui prenaient des protes toute la journée. Ils allaient à la salle, ils prenaient des protes. Et moi, j'étais un peu la petite victime parce que je tirais toujours la gueule. Moi, ça me tuait de me lever à 5h du mat pour préparer les petits déj. Et parfois, j'étais en train d'essuyer les couverts. Et c'était dans une toute petite salle de 2 mètres carrés. J'étais en train d'essuyer mes couverts. T'en avais un qui rentrait, qui pétait, qui refermait derrière. Et c'était du proto-prot. C'était vraiment protéiné. C'était protéiné. Et voilà, ils étaient vraiment. J'étais horrible avec moi. Ça se limitait à des proutes. J'ai pas subi d'autres sévices que ça, mais c'est scandaleux. J'étais pas très heureux, quoi. Ils t'enfermaient dans une pièce à prout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est scandaleux. Dans la pièce découverte. C'est arrivé 2-3 fois. J'ai fait ça 4 mois. T'arrives de faire des cauchemars de ça? Non, parce qu'il y avait d'autres gens qui étaient sympas. Je vais pas faire croire que tout était horrible. Et puis l'île était géniale. Et ça va quand tu vas dans une pièce exiguë, tu repenses pas à ça? Et pour finir, Julien, dans tes carnets, un podcast, attention, de 2022. Et oui, Marty, grâce au convecteur temporel, on peut repartir dans le passé et surtout grâce au podcast, on peut réécouter des vieux trucs. Moi, je suis tombé un peu par hasard sur la série Affaires sensibles, adieu au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un épisode qui est remonté en fait récemment dans Affaires sensibles que j'écoute régulièrement. Donc, adieu au pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement simple. Ce sont les adieux au pouvoir des présidents de la République vus par Fabrice Drouel. Et donc, vous avez
tous les présidents de la République, de la Ve République, décortiqués pendant 1 heure. Quel était finalement le tempo de leur mandat ? Comment et pourquoi sont-ils partis du pouvoir ? Bon, spoiler, c'est parce qu'ils ont soit perdu les élections, soit ils ne se sont pas représentés. C'est le cas pour François Hollande notamment. Voilà, donc c'est vachement intéressant, même si on connaît bien l'histoire de la politique, parce que c'est Fabrice Drouel, donc c'est bien narré, qu'il y a l'histoire dans l'histoire dans l'histoire. On apprend par exemple ce que se sont dit Chirac et Sarkozy au moment de la passation de pouvoir, quand Chirac est parti et que Sarkozy est arrivé à l'Élysée en lui disant « ça y est, on peut se tutoyer car nous sommes tous les deux présidents ». Bon, c'est assez marrant, finalement, des petites anecdotes. Ça nous replonge évidemment dans cette histoire politique qui fait le sel de la Ve, régime présidentiel par excellence. Donc, il y a beaucoup d'émotions quand les présidents arrivent au pouvoir et souvent quand ils partent, c'est un peu compliqué. C'est de la fin de règne et c'est donc adieu au pouvoir. Toujours pareil, narré par Fabrice Drouel, donc avec de la musique éditorialisée. C'est de la chanson d'époque ou alors c'est une chanson qui a un rapport avec le récit et c'est une production France Inter, évidemment. 2 septembre 2005, Élysée. C'est encore l'été. Il fait beau à Paris. Les portes-fenêtres de la salle de réception, toutes de rouge et or, sont grandes ouvertes sur les jardins. L'agenda présidentiel est peu chargé ce jour-là. Un seul rendez-vous officiel y figure. Jacques Chirac doit recevoir les dignitaires de la principauté d'Andorre. Le monde tremble. Le président lui a l'air en forme, bronzé, souriant. Il serre des mains avec la chaleur qu'on lui connaît. Et à le regarder, impossible de deviner qu'il vit l'une des pires années de sa carrière, si ce n'est la pire. Son annus horribilis. Merci Julien, on te retrouve très bientôt dans ce podcast. Des ondes Vocast. Et Rémi, tu es de retour. Tu accueilles à présent l'animateur Elliot. Et oui, la saison se termine sur Énergie avec un nouveau projet. Ça se passe sur Twitch. C'est piloté par celui qui est passé par Fun Radio avec Bruno Guillon, Europe 2 ou encore côté télé dans TPMP. C'est Elliot qui est avec nous. Salut Elliot. Salut, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, génial. Merci. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir et d'avoir de tes nouvelles côté entre guillemets antenne. Puisque voilà, ça a commencé fin mai depuis quelques jours. C'est un stream de 2 heures dans un nouveau studio à Énergie. Ça s'appelle le Twitch Énergie. Ça reprend un peu tous les codes qu'on a sur Twitch et toi tu ajoutes ton univers, ta personnalité. C'est un peu ça. Exactement. Ouais. On a voulu lancer ce projet. Bon, je te raconterai la genèse, mais on s'est dit que j'étais un profil qui était plutôt pas mal parce que je connaissais à la fois le côté internet que j'avais rarement fait, mais où j'avais quand même fait les défis à l'époque où c'était posté, mais le côté radio aussi. Donc c'était le mélange parfait pour faire ce projet, quoi. Oui, effectivement, quand on regarde, on se dit, est-ce que ça va être un objet radio? Est-ce que ça sera Twitch? Et c'est un peu l'entre-deux, c'est ça, c'est un peu hybride, le concept. C'est hybride, voire même totalement Twitch, je t'avouerai. Effectivement, alors, pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, voilà, les internautes interviennent tout le temps, tu réponds, c'est ça, Oui, ouais, c'est ça, et ça, c'est les côtés un peu radio, on va dire, je reprends quelques codes de radio, mais Twitch est une plateforme tellement particulière qu'on est vraiment obligé de s'adapter, et tu vois, même moi, j'ai été surpris les premiers jours. Et en fait, sur Twitch, il peut y avoir des lives de 4-5 heures où les gens regardent une émission télé ou jouent à un jeu vidéo ou parlent. Et en fait, c'est tellement beaucoup plus lent que la radio et tout. Donc, c'est vraiment un autre monde au final. Et je vais essayer de l'emmener à la croisée des deux. Et je pense que ça va être très sympa. Alors, comment est né justement ce projet? Puisque là, on est fin de saison, ça nous a étonné de le voir naître maintenant, quoi. C'est un peu, pour rien te cacher, une phase un peu de test, voir si ça prend, tu vois. Mmh. En gros, moi, je connais très bien, et je l'embrasse, Gaël Sanquer. Oui. Qui était patron d'Énergie, et pas que. Qui est parti il y a quelques temps, ouais. Mmh. Voilà, et en fait, donc, si tu veux vraiment la genèse, moi, j'étais sur Europe 2 avec Benjamin Castaldi, j'ai lancé le Morning parce que c'était produit par Cyril Hanouna, avec qui je travaillais à l'époque. Tu étais auteur avec la bande, J'ai été auteur chez Cyril Hanouna et aussi chroniqueur. Enfin, pas autour de la table, mais je faisais des entrées-sorties plateau avec des chroniques comme Elliot GPT ou des chroniques où je partais dans un peu un reporter un peu spécial avec ma patte, où je suis tombé même sur Emmanuel Macron un jour au Salon de l'Agriculture. Ce qui était assez drôle, mais des petites phases comme ça, quoi. Et en gros, à la fin de ce projet avec Benjamin Castaldi qui s'est arrêté,
je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire la saison prochaine? Qu'est-ce que je vais pouvoir prévoir? Et j'ai été voir Gaël, et on a parlé, et il m'a dit, on fait rien sur Twitch. Est-ce que t'as pas une idée, tu vois? Et là, j'ai réfléchi 2 secondes, et vu que j'avais quand même des bases, je connaissais beaucoup de monde qui avait lancé le Twitch d'RMC, par exemple, RMC Sport, qui se sont lancés, et qui cartonnent d'ailleurs. J'ai dit, on va peut-être s'inspirer de tout ça, il y a quelque chose à faire. Donc, j'aurais ramené un gros projet où je leur ai dit, en fait, il faut arrêter de diffuser les émissions radio sur Twitch. Ça marche pas parce qu'on peut parler aux gens que pendant les pubs, etc. Et on va créer un vrai contenu que sur Twitch. On va mettre un studio en place qui n'a rien à voir avec un studio radio, qui est vraiment un studio comme si j'étais dans ma chambre, quoi, mais à énergie, enfin qui est un bureau, quoi, tout simplement. Et on va essayer vraiment de se créer une communauté, que ça soit voilà sur Twitch, mais en ligne, on va proposer un vrai programme de A à Z. D'accord, donc tu étais vraiment dans les cartons de Gaël avant qu'il parte, c'est ça? C'était, ouais, je pense que c'était le dernier projet qui m'a, ouais, c'était le dernier projet qu'il a lancé, quoi. D'accord, et du coup, à un moment donné, tu t'es dit, bah tiens, est-ce que ça va se faire ou pas? Et puis finalement, ça a été validé? Ça devait démarrer un poil plus tôt, effectivement, mais avec tout ça, ça a démarré un poil plus tard, ouais, c'est ça. Et il y a eu un peu un moment de flottement, mais ça, c'est les coulisses, hein, mais effectivement, non, ça l'a fait. Et moi, je suis très content parce qu'en gros, le but, c'est Énergie, ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas streamé sur leur Twitch. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est très impressionnant. Si on va sur le compte Twitch de Énergie, il n'y a rien depuis 3 ans, alors que Koé était déjà très actif sur son propre Twitch, en fait. On se dit que Énergie a un peu abandonné son patrimoine, un peu, quelque part, hein, pour un animateur qui, pour différentes raisons, est parti par la suite. C'est étonnant. Hein. Ouais, c'est ça. Mais enfin, je pense qu'en fait, il y a tellement de choses, les réseaux se développent tellement vite. Tu prends l'exemple aussi de Fun, de Sky. Enfin, Sky a essayé un truc, mais Fun, il diffuse toujours une émission en stream tous les dimanches. Enfin, c'est assez hybride, c'est assez, c'est pas. Enfin, et moi, c'est ça que je voulais ramener. J'ai choisi Énergie parce qu'en plus, je connaissais très bien Gaël, mais je veux dire, c'était un projet de arrêter de faire des diffusions radio, machin. Faisons un vrai projet pour développer ces réseaux, que ce soit YouTube, il y a TikTok aussi, Instagram. On va s'y mettre plus tard, je pense. On va essayer. Mais le but, c'était ça, en fait. C'était, je pense que, enfin, pour reprendre la question, pardon, je m'égarais, je digressais, mais oui, il y a tellement de réseaux que la radio est déjà tellement compliquée à gérer. Il faut faire ça. Une fois, moi, pour avoir fait le morning des années, il faut avoir quelqu'un qui découpe tout, qui reposte tout dans la minute, les podcasts, les vidéos. C'est à un moment Twitch, c'est-à-dire que c'est trop. Pendant les pubs, on a besoin de souffler un peu et pas de parler à des gens. Et même les gens, quand on leur parle sur Twitch pendant les pubs, ils se sentent un peu délaissés le reste de l'émission, quoi, parce qu'on ne lit pas leurs commentaires, etc., quoi. Donc c'est vrai que je crois que pour reprendre Énergie, oui, Koé le faisait, ça marchait pas mal parce qu'en plus il avait une émission qui s'y prêtait, qui s'y prêtait. Ouais, voilà, et je pense que c'est parce que Koé l'a géré lui-même, quoi, que ça a aussi bien marché. Parce qu'Énergie avait pas le temps, je pense. Oui, c'est ça, il l'a pris à sa charge et effectivement c'est toujours un bonus de toute façon pour la marque Énergie et puis pour les audiences. Tiens, je te mets un petit tapis devant toi, on va voir si tu te prends les pieds. Du coup, qui te commande là en ce moment à Énergie? Morgane. Je saurais pas te dire parce que c'est quand même un projet Énergie, e-Énergie à la base. D'accord. Donc moi, je dépends pas du directeur d'Énergie, je vais dépendre du directeur d'énergie, de e-Énergie. D'accord. Donc là, je sais qui commande à e-Énergie, je peux te le dire. Bah vas-y, tiens, on en parle. Non, mais moi, je sais que je bosse beaucoup avec Frédéric, que j'embrasse, mais il y en a plein d'autres. Mais je veux dire, non, mais effectivement, ouais, l'antenne regarde avec vraiment beaucoup d'attention, peut dire plein de choses, etc. Mais c'est vrai que c'est un projet e-Énergie à la base. C'est enfin un projet qui réunit les deux, et c'est ça qui est agréable. C'est bien. Est-ce que t'es tout seul ou t'as des collaborateurs? T'as une petite équipe quand même qui a été constituée? Je suis moi tout seul, on va dire, sur le Twitch, mais j'ai tous les services d'Énergie qui sont avec moi à fond, et ça, c'est un bonheur. Et en fait, voilà, j'ai à la fois la programmation artistique qui est là pour me donner des invités, tous les gens sur e-Énergie qui sont là pour faire des clips, les poster, tourner les teasers, les monter. Enfin, vraiment, je suis très très bien entouré, quoi. Ouais. C'est un projet c'est vraiment un projet qui fait plaisir à tout le monde, j'ai l'impression. Et donc du coup, il y a un peu d'effervescence, donc ça fait plaisir, quoi. Alors du coup, toi, tu commences à 19h en fait tous les soirs. Combat, lui, termine à 19h. Donc l'idée, c'est quoi? De récupérer des invités, peut-être de temps en temps, profiter de ce qui se passe sur l'antenne et de récupérer peut-être du contenu ou des invités?
C'est exactement ça. C'est récupérer quelques invités de Combal qui veulent passer, de Camille. C'est aussi Camille, s'il veut passer avec son équipe, ils peuvent. Tu vois, hier, j'ai fait le stream avec Bichette, tu vois, qui est de l'équipe de Louis, le soir. En fait, chacun peut passer. J'essaie de les accueillir différemment. Pour la première, j'ai eu Ritza. Donc, tu vois, chacun peut passer. Et vraiment, c'est un truc très libre. En fait, on s'en rend pas compte, mais Twitch, c'est vraiment comme si j'étais dans mon salon. Et si demain, tu arrives dans mon salon, tu sonnes, bah, je t'offre l'apéro, quoi. Donc, c'est avec plaisir qu'on discute ensemble et qu'on fait un peu de contenu, tu vois. Donc là, vous démarrez vraiment de quasiment zéro. Et j'ai vu, il y a des programmes, enfin, puisque sur Twitch, on peut programmer en fait les lives. Ouais. C'est programmé jusqu'à mi-juillet, je crois, c'est ça. C'est de phase test. Et puis après à voir, hein. Pour être totalement transparent, le but de tout ça, c'est ils n'ont pas streamé depuis 3 ans, Énergie. Donc c'est de relancer la chaîne Twitch, de dire on est là. C'est sûr qu'avec un stream, celui que je fais où je suis tout seul, c'est pas le stream qui va ramener le plus de monde. Je vais avoir le but, c'est de créer une bonne communauté avec des invités, avec des gens, dire on est de retour, il se passe quelque chose sur cette plateforme et pas que. Et le but, ça va être très vite, je pense et je l'espère, de voir si des annonceurs veulent pas s'y coller, parce que la régie est très demandeur de tout ça, du 360, du fameux 360, et d'aller faire un popcorn à la Énergie, tu vois, à la rentrée ou un peu plus tard. Et en fait, ça va être ça. En fait, on va là pour l'instant, on décolle un petit peu la chaîne, on dit on est là, et avec des programmes spéciaux qui vont arriver plus tard, ça va être de remettre un peu d'ADN Énergie et de dire voilà. Et c'est là où les viewers vont augmenter et etc. Tu vois, par exemple, là je dis 19h 21h, mais si l'envie m'en dit, je peux aller streamer dans 2 minutes. Pour faire une petite surprise, reprendre des gens que j'avais pas forcément à 19h. Là, c'est vraiment le Twitch Énergie pour l'instant, c'est voilà. C'est là, je peux y aller un peu quand je veux. Je suis tout seul, je parle, je recrée une famille, je recrée quelque chose, et pour ensuite aller faire des grosses émissions, des trucs sympas, voilà, comme on peut voir aujourd'hui, quoi. En sachant que j'imagine que vous avez une cible du coup sur Twitch qui est la frange la plus jeune des auditeurs d'Énergie. Oui et non. D'accord. D'accord. Moi, j'ai été assez étonné en fait sur Twitch, mais je te parle de Twitch en général. Il y a de tous les âges. Voilà, moi j'ai des amis, moi j'ai 35 ans, mais j'ai des amis qui ont 35 aussi et qui regardent ça dès que leurs enfants sont couchés et qui se posent. Et j'ai des enfants de 13 ans. Hier, j'ai eu un enfant de 13 ans au téléphone parce que je décroche en direct. Ça me fait marrer. Sur Twitch, on peut s'en sortir de tout, donc c'est pas grave. S'il y a un débordement, c'est pas de ma faute. C'est très différent de la radio. Il y a beaucoup moins de règles, quoi. Et en fait, il y a vraiment. Hier, j'ai eu un enfant de 13 ans comme quelqu'un de 35 ans qui disait ah bah moi je bosse là, je rentre du boulot, je regarde Twitch, ça fait plaisir. En fait, même moi, je pense que Twitch est très éclectique par rapport à ce que j'imaginais. Après, on peut imaginer plein de choses, en fait. Ça peut être hyper créatif, commencer le live en direct sur la radio et continuer sur Twitch. J'imagine que toi qui es un créatif, hein, puisque tu es auteur aussi, t'as plein d'idées là en ce moment. Écoute, là franchement, j'ai hâte de réussir cette période test parce que les idées sont infinies. Et c'est ça qui a fait aussi, quand j'étais en réunion avec tout le monde, c'est que les idées sont infinies. Même pour, je te dis un exemple, l'Energy Music Award, on peut carrément faire un studio juste à côté, recevoir les artistes tous en sortie de scène, dès qu'ils ont gagné un prix. Enfin, on peut aller faire visiter les coulisses avec un téléphone en IRL. Tu vois, c'est des streams qui marchent pas mal aussi. Enfin, les possibilités exactement sont infinies, quoi. Et tu peux, comme tu dis aussi, démarrer une émission et la continuer sur Twitch à la radio, et tu peux vraiment, c'est vraiment c'est possibilités infinies. En tout cas, on salue Gaël au passage, qui a eu l'envie d'entreprendre et de lancer ce projet qui est intéressant. On va le suivre de près avec toi. Je voulais revenir sur Casta Réveille la France, parce qu'on ne sait pas forcément que tu étais dans l'équipe et tu étais auteur. Comment tu as vécu, parce qu'un morning comme ça qui s'arrête en plein milieu de saison, même si c'est les 3/4 de la saison, comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur, la déception, vous sentiez vraiment le truc arriver depuis un petit moment, comment c'est toujours compliqué, et en gros, oui, moi je suis arrivé parce que du coup c'est la même maison de production, c'est H2O qui produit. Je suis arrivé là, c'est le projet. Moi j'avais passé plusieurs maquettes, plusieurs trucs, et c'est vrai qu'ils ont choisi Castaldi parce que c'est un nom aussi où c'est simple de faire un peu de promo sur son nom, etc. C'est classe. Et du coup non, j'ai monté le morning avec eux. J'ai fait tout ce qui est horloge, les rubriques, etc. au début. Et non, pour le coup, ça a été une super aventure,
Mais je pense qu'il fallait laisser un peu le temps au morning de s'installer. Je pense que Benjamin, fallait aussi qu'il reprenne tous les codes de radio musicale jeune il avait animé qu'une fois sur RTL2, donc il y avait beaucoup de règles en fait. À la radio, c'est vrai que les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais entre les teasings de musique, les teasings d'opérations spéciales, enfin, il y a tellement de choses à penser, que c'est vraiment un gros barnum qui arrive dessus, quoi. Et donc du coup non, c'est vrai qu'il aurait fallu laisser un petit peu de temps, donc je pense on était tous déçus. Et toi, pourquoi t'étais pas à l'antenne du coup, Elliot, avec ton expérience? Parce que tout simplement l'équipe était faite. En fait, j'étais pas sur la maquette de Castaldi. J'étais pas sur le départ. En fait, je devais rester à TPMP. Et au dernier moment, ils ont eu besoin de renfort là-dessus, et j'ai dit ce projet m'intéresse aussi d'aller monter. Moi, j'avais déjà fait, d'où mon expérience, mais de monter une horloge, de monter des programmes, de monter des idées de rubriques, etc. Et après, c'était un projet qui m'intéressait particulièrement, et c'est vrai que c'était assez complet, et il était question à un moment que je fasse de l'antenne, mais en fait, quand tu as une nouvelle équipe, tu le sais aussi bien que moi, il faut déjà instaurer les gens qui parlaient au micro, et il y en avait déjà 2, plus Benjamin, c'était déjà... quand tu as une nouvelle équipe, il faut les instaurer, donc il faut du temps, tu vois. Alors c'est peut-être une mauvaise impression, mais quand on écoutait, on avait quelque part l'impression qu'il y avait un peu moins de moyens que sur ses concurrents directs, sur Fun, sur Énergie, en termes de... Je sais pas si je peux le dire, mais c'est le cas, c'était vrai. Ouais, c'est ça, vous étiez pas assez nombreux pour produire beaucoup de choses, beaucoup de contenu. On était moitié moins. Moi, je sais que chez Bruno, Bruno, c'est un 35 tonnes à côté de Benjamin Castaldi. On était un kangou. Hein. Non, mais en gros, oui, chez Bruno, c'était 15 personnes. Et chez Benjamin, on était 6. Ah oui, donc effectivement, c'est beaucoup de contenu pour 6. Et on avait l'ambition, moi j'avais l'ambition de faire ce qu'on faisait chez Bruno, enfin un morning de la même étoffe en tout cas, quoi. Donc c'est sûr que à 6 c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que t'as pu ressentir ça, quoi. D'accord, ce qui est dommage d'ailleurs pour Europe 2, parce que c'est quand même lancer une nouvelle équipe comme ça avec un peu moins de moyens, c'est étonnant de voir que finalement ça s'entend aussi, quoi. Tu mets 15 personnes dans une team, c'est pas pour rien, il y a des trucs qui sortent, quoi. C'est sûr, ouais. Après, il y avait des gens d'Europe 2 aussi qui nous aidaient derrière, etc. Mais effectivement, c'était un peu ça. Mais on essayait de se débrouiller et tout le monde était, franchement, Benjamin, c'est quelqu'un que je connaissais pas et vraiment, c'est un amour. J'ai rarement vu une personne aussi gentille et aussi bosseuse. Il était là tous les soirs, tous les matins, tous les soirs, sur le drive. Maintenant, on bosse là-dessus, mais il corrigeait tout, on s'appelait, etc. Enfin, c'est vraiment, il s'est donné, quoi. Je trouvais que effectivement les gens n'étaient pas, dans la presse notamment, ils n'étaient pas sympas avec Benjamin Castaldi. Alors par exemple, il commence à 7h alors que d'autres le faisaient, les prédécesseurs qui avaient peut-être la carte. Lui, je sais pas, on lui passait rien en fait. J'ai l'impression que c'était un peu ça aussi. Hein. Peut-être, je sais pas si tu parles de la presse, ouais. Oui, je parle de la presse, ouais, pardon, oui, la presse, mais des médias, quoi. En fait, nous, on a été impressionnés dès le début, c'est qu'il pouvait se passer plein de choses dans le morning, c'était repris immédiatement en bien ou en mal. D'accord, ouais. En fait, j'ai été vraiment impressionné par la capacité je pensais pas, moi, de Benjamin à avoir autant de reprises dans la presse. Dès que Benjamin faisait quelque chose, c'était repris. Donc dans le morning, dès qu'il se passait un truc, c'était repris en bien ou en mal. Enfin, typiquement, au tout début, quand il est arrivé à 7h, c'était prévu. Enfin, et tout le monde lui est tombé dessus, il s'est pas réveillé, machin, ça y est, c'est un flemmard. Benjamin, il était là à 4h30 tous les matins, il fait limite des insomnies et il se réveille hyper tôt. Donc nous, on était là, on fait, mais pourquoi tout le monde s'acharne sur lui ? C'est fou, quoi. Enfin, mais je pense que c'est la notoriété, c'est la notoriété qui fait ça, je pense, quoi. C'est que c'est la presse, c'est comme ça. Enfin, je pense que c'est plus facile de faire un article qui est vendeur si on s'acharne un peu sur la personne, quoi. L'émission a été produite par H2O, pardon. Est-ce que Cyril Hanouna, lui, il est interventionniste un petit peu sur la matinale et sur les équipes côté radio? Est-ce que il suit de près ou pas? Il suit de très près, vraiment, mais il laisse faire. D'accord. Voilà, vraiment, c'est quelqu'un de très gentil aussi, et non, et puis il a beaucoup de gens qui sont employés aussi chez H2O, qui sont consultants et qui viennent sur l'émission voir, etc. C'est leur boulot. Et toi, tu ne voyais pas le suivre, par exemple, sur Fun? Écoute,
Je te le dis honnêtement, énergie, c'est le destin. Ouais, ça s'est passé avant, quoi. C'est ouais, là en fait voilà, je peux pas te dire mieux que c'est ça. Je suis sorti de Castaldi et le premier qui a répondu à l'appel, c'était Gaël, qui a lancé ce Twitch, qui était une idée que j'avais depuis longtemps et qui était aussi une idée. Moi, je passe ma journée à regarder YouTube. Je regarde plus quasiment la télé, je regarde YouTube dès que j'ai 2 minutes. Depuis que j'ai un enfant, j'ai plus le temps de regarder la télé, des séries et des Top Chef qui se terminent à minuit. Donc en fait, je fais que ça. Donc je commence à être dans YouTube à fond, de connaître les gens. Et donc c'est un milieu, tu vois, où je m'étais pas lancé forcément vu que j'étais tous les matins. Et donc en fait là, de commencer à réunir les deux mondes, le projet était passionnant, quoi. Et le projet de Fun Radio était pas encore monté à cette époque-là, quoi. D'accord, ça s'est fait comme ça. Ok. Donc je pense que voilà, là je vais me donner corps et âme sur énergie pour aller faire des belles émissions, des plus grosses émissions sur Twitch, etc. Et puis voilà. Mais ça aurait été, ouais, c'est vrai que ça aurait été pas mal aussi. T'as fait 3 ans donc en gros du côté de TPMP. Au début c'était pas trop politisé. Après, ça l'était un petit peu plus. Est-ce qu'on te laissait toujours t'exprimer comme tu le souhaitais dans ta façon, puisque tu étais auteur essentiellement et puis tu faisais des chroniques. Et toi, ça n'a jamais changé puisque toi, tu faisais partie du concept divertissement TPMP. Ouais, non, ça a rien changé, hein, vraiment. Et puis, les gens se rendent pas compte, TPMP, il y a l'effervescence médiatique, on va dire, avec les chroniqueurs, Cyril et ça. Et quand on est dans les bureaux à travailler, tout va bien. C'est une super équipe, c'est une vraie famille, le truc. Enfin, tout le monde se connaît, voilà. Et puis Cyril gère le contenu de son émission avec ses rédacteurs en chef. Et nous, côté humour, on est géré par Kakumbe aussi, qui travaille avec Cyril Hanouna. Et c'est vrai que lui, lui gérait avec Cyril, mais nous, on était plutôt tranquilles. Et ce qui est fou, c'est que quand je faisais les rubriques, personne ne les lisait avant. Enfin, pas une fois que Kakumbe avait dit, qui était notre chef, non mais qui était notre supérieur, qui disait c'est bon, c'est validé pour moi, c'est drôle. Cyril ne voyait, enfin, j'arrivais en plateau faire ma rubrique et il ne la connaissait pas, il savait pas ce qu'il y avait dedans. D'accord. Et du coup, tu es dans les cartons pour W9 pour la suite ? On va voir. On va voir, pareil, tout se discute. C'est encore loin, hein, finalement, à l'échelle des médias. C'est ça, ouais. ouais, c'est ça. Tout peut se passer en 1 minute. Ça, un jour, une vérité il peut y avoir une vérité, le lendemain, tout peut changer. On va terminer avec la matinale de Fun. Bruno Guillon, il y a quelques mois, on recevait Christina, elle nous expliquait un petit peu sa façon de bosser. C'était très intéressant. On sait que tu as marqué les auditeurs de Fun. J'imagine que tu en gardes des bons souvenirs. Bon, les meilleurs souvenirs de ma vie, oui. Ouais, c'est fou. Ouais, non, là. Déjà, oui. Non, mais moi, j'ai bossé avec eux pendant 17 ans. Donc, c'est sûr que ça marque une vie. Et puis, en vrai, à l'apogée, on va dire, où on était avec Vacher et on surnommait la famille, beaucoup de gens nous demandaient si c'était vrai ou pas. Mais oui, en fait, il faut se rendre compte que l'équipe de Bruno, on se connaît depuis... Enfin, moi, je le dis souvent, mais on se connaît, on n'avait pas d'enfants, on était tous célibataires. Et aujourd'hui, moi, j'ai connu Bruno avant qu'il ait un enfant. J'étais stagiaire. Christina, j'ai connue avant qu'elle ait ses 2 enfants. Enfin, par exemple. Donc on s'est tous connus à des stades différents. Donc en fait, c'était vraiment ça. On sortait vraiment tous ensemble. C'était vraiment une famille. Quand j'ai eu un enfant, ils sont venus manger à la maison. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Je leur ai annoncé. Ils sont venus le voir dès qu'il est né, etc. C'était une vraie famille, quoi. Donc c'est vrai que non, c'était des super souvenirs, ouais, bien évidemment. Et du coup, cette histoire de famille, tu vas essayer de l'incarner maintenant sur le Twitch Énergie qu'on retrouve tous les jours, aux alentours de 19h et à tout moment de toute façon. Donc, il faut s'abonner, en fait, c'est plus simple au compte Énergie. Comme ça, à tout moment, on n'est pas pris par surprise. Il faut s'abonner, c'est du live. C'est vraiment un moment de détente. Si les gens ont passé une mauvaise journée, s'ils veulent se détendre, ils mettent ça dans le fond. Ils kiffent et puis voilà, ils peuvent venir nombreux. Pour après, ensuite, créer des vraies grosses émissions comme du Popcorn ou autre, et les deux se marchent ensemble, quoi. Ouais, génial. Merci, on va suivre toute ton actualité. Merci Elliot, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Et des ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audou au micro. Merci à nos 2 invités, Elliot de Énergie et Romain Lalex de l'Arcom. Merci à Rémi Berthelon et à Julien Vigier pour la conception de ce podcast à mes côtés.
On se retrouve le mois prochain et n'oubliez pas, le mois suivant, notre épisode spécial IR local, ce sera l'épisode du 1er août. Salut! Des ondes Vocast.